Voilà, bonjour à toutes, à tous, bienvenue dans cette première table ronde de la journée et merci à ceux et celles qui ont bravé le sommeil et les matelas des hôtels ou de leurs lits pour venir nous rejoindre sur cette première table ronde, en tout cas cette table ronde qui débute la journée sur la question de la transition écologique qui réinvente les territoires. Alors, bien évidemment, on ferme les téléphones portables. Merci, Monsieur Juillet, vous êtes fort aimable. Et merci à vous tous d'y penser. Mais c'est pareil, on ne vous fera pas de remarques. Merci donc à tous d'être là. On va évoquer cette question de la transition écologique qui réinvente les territoires. On le sait bien, et vous le savez bien peut-être dans vos différents métiers, responsabilités que vous avez, combien aujourd'hui les territoires sont impactés par cette transition écologique, ne serait-ce que par les cadres légaux qui sont aujourd'hui imposés au territoire dans la rénovation des bâtiments publics, et ça fait partie des budgets importants, même s'ils sont accompagnés, s'ils sont aidés, c'est en tout cas des dynamiques importantes qui sont en cours. On sait bien aussi que les territoires, quels qu'ils soient, que ce soit de la grande métropole aux petits villages dans la ruralité, il y a une vraie question aussi d'attractivité de ces territoires, et l'attractivité des territoires, elle passe à la fois par des offres attractives de travail, d'emploi, d'embauche, mais aussi des attractivités sur la prise en compte de la question de la transition écologique. Le bien se connecter en fait partie, le bien boire, le bien manger, le bien-être, tout ça doit être pris en compte. Et dernièrement, lorsque j'interviewais Philippe de Sertine, qui est un économiste bien connu, qui vient de prendre la présidence du comité 21, qui s'intéresse au travers des 17 objectifs du développement durable à mettre en marche un certain nombre d'acteurs. Je lui demandais la question de la transition écologique. Il me disait, oh, brave monsieur, si on était encore au temps des transitions, mais il va falloir être plutôt au temps de l'action, parce que la transition demande du temps, et on le sait bien, du temps, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, et les collectivités territoriales, les territoires doivent faire face à cette accélération, et c'est bien en effet le défi des 30 prochaines années, qui peut-être aurait dû être le défi des 30 dernières années, mais on en est là et il faut faire avec. Une de mes marottes aussi, c'est les objectifs du développement durable, et particulièrement, je découvre depuis quelque temps l'ODD 17, qui est l'ODD que certains considèrent un petit peu fourre-tout, des partenariats, des alliances. Bon, en gros, l'État français donne à l'Afrique ou à l'Asie et est bien content et a dit on a fait de l'alliance, mais certains ont réfléchi cette question des alliances au niveau des territoires. Quel partenariat on va mettre en place? Vous l'aurez compris, cette table ronde, elle va être extrêmement riche parce qu'elle va nous interroger sur justement cette question des alliances dans les territoires. Qui travaille avec qui, pourquoi, comment est-ce qu'on avance sur cette question de la transition et comment les territoires se réinventent? Est-ce que c'est uniquement par la base? Est-ce qu'il faut plus d'État, moins d'État? Et puis, quelle est aussi la place des régions dans ce dispositif? Aujourd'hui, il y a 13 régions administratives. Quelle est leur place? Est-ce que c'est peut-être le bon niveau d'action? Donc, on va essayer de voir ça avec mes 5 invités que je vous présente très rapidement. Tout d'abord, Anne Le Henanff, députée du Morbihan, pardon, présidente, je regardais par là, mais vous êtes là. Anne Le Henanff, députée du Morbihan, présidente de la commission Usage numérique et territoire et intelligence de la FNCCR. Bonjour à vous, Anne. Stéphanie Maude, qui est vice-présidente en charge de la transition écologique de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour, Madame Maude. Et puis, Patrick Chaize, sénateur de l'Ain, président de l'AVICA. Bonjour, Monsieur Chaize, Monsieur le sénateur. Tristan Fauveau, vous êtes vice-président énergie et gestion durable des déchets de Brest Métropole. Bonjour à vous. Et puis Nicolas Juillet, président du syndicat départemental des Eaux de l'Aube. Bonjour Nicolas, vous pouvez prendre vos micros. Je crois qu'il y en a un pour deux, donc il va falloir ouvrir dans le partage. Pas de gel, mais bon, c'est pas grave. Il va falloir partager, c'est ça la transition écologique, moins de piles, moins de micros, donc moins de piles, donc plus de CO2. C'est un peu rapide. On va rentrer directement dans le vif du sujet sur cette question des alliances de territoire. Je vais peut-être commencer avec vous, si vous voulez bien, Tristan. C'est une invite à ce que vous preniez votre micro. Commencer avec vous, Tristan, pour évoquer cette question de l'Alliance des territoires qui est prônée par les collectivités urbaines pour trouver des équilibres avec le rural.
La question, à un moment donné, Tristan, vous êtes dans une métropole, la métropole brestoise. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la transition écologique passe par les alliances de territoires? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'alliance de territoire et si on ne travaillait pas les uns avec les autres? Alors, effectivement, je suis élu dans une métropole, une petite métropole, la plus petite métropole de France et sans doute une des plus intégrées, mais une métropole quand même et qui a des caractéristiques propres à ces territoires urbains denses. Mais pour repartir du titre de la table ronde, moi je ne sais pas si la transition écologique, et je suis d'accord pour dire que le terme à ce stade de transition est sans doute impropre, si la transition écologique réinvente les territoires, mais je crois que le défi climatique, les ruptures qu'on a déjà constatées cet été et qu'on va continuer de constater, et les réponses qu'on doit apporter à ces ruptures, obligent les territoires à redoubler d'inventivité dans un contexte budgétaire, climatique, etc., qui est évidemment pas évident. Et dans ce contexte-là, je crois que les coopérations entre les territoires, et en particulier les coopérations urbain-rurales, sont un exemple de cette inventivité territoriale, parce que clairement, la mise en œuvre de la transition énergétique, de la bifurcation énergétique, passera par une coopération entre territoires. Les sujets sont interconnectés, pour le dire clairement, les risques ne connaissent pas aujourd'hui les frontières de nos EPCI. C'est ça, c'est comme le fameux nuage de Tchernobyl, à un moment donné, les risques traversent les frontières territoriales. Mais la question qui est, j'entends bien cette question des territoires, mais alors je dis à mes autres invités, si vous voulez intervenir, vous me faites un petit signe, vous attrapez un micro et vous intervenez, hein, bien évidemment, qu'on soit dans l'échange et pas uniquement dans le descendant. Le risque pour ces alliances de territoire, c'est à un moment donné, je vais utiliser un terme peut-être un petit peu fort, c'est de mettre en esclavage finalement les territoires ruraux qui nous entourent pour aller chercher des richesses que les métropoles n'ont plus. Comment on fait pour éviter ça? Alors là, je m'adresse à métropole, mais après, si vous voulez, s'il y en a l'un ou l'autre veut prendre la parole, n'hésitez pas. Tristan. Je commence. Allez-y. Un exemple concret, à Brest Métropole, depuis 2015, on s'est engagé dans une expérimentation qui avait été actée en comité interministériel aux ruralités en mars 2015, qui visait à développer des contrats de partenariat ville rurale. Nous, on s'est engagé, ça a été un échec relatif, cette expérimentation, puisqu'il n'y a que 2 territoires qui se sont engagés dans ces contrats. Toulouse avec le massif pyrénéen, si je ne dis pas de bêtises, et puis nous, Brest Métropole. Et on a fait le choix de se tourner vers le pays COB, Centre-Ouest Bretagne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien le Finistère, c'est une zone géographique autour de Carré. On aurait pu faire le choix de se tourner vers le pays de Brest, sauf qu'on est déjà membre en tant que PCI du pays de Brest, donc on y voyait peu d'intérêt. On a 2 territoires qui sont radicalement différents dans leur profil socio-économique. Brest Métropole, 207 000 habitants, le pays COB, 85 000. Brest Métropole, un emploi tourné vers le public. Alors je ne sais pas si on me dit de m'arrêter, mais je vais continuer dans le doute. C'est l'ascenseur qui arrive, c'est pour ça. Donc un profil d'emploi plutôt dynamique, tourné vers le public, avec un tertiaire qui pousse, une population plutôt jeune, diplômée, etc. Et le pays COB, plutôt un profil d'emploi tourné vers l'agroalimentaire, une population plutôt vieillissante, mais des complémentarités qui sont réelles, parce qu'un profil de consommation à Brest Métropole, qui est un profil de consommation de territoire dense, donc des grosses consommations, peu de foncier disponible, peu de capacité de développer les ENR, peut-être que j'y reviendrai un peu plus dans le détail, mais je vais m'en tenir là à ce stade pour laisser les autres intervenants prendre la parole. Et à l'inverse, au pays COB, du foncier disponible, une capacité à développer les ENR, mais une forte dépendance encore au pétrole, et surtout un manque d'ingénierie administrative au niveau des services du pays COB pour porter les projets, ce que Brest Métropole est pour le coup capable d'apporter. Je m'en tiens là à ce stade. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir sur cette opposition qui peut y avoir entre grosse métropole, grosse intercommunalité, et un monde plus rural qui risquerait d'être mis un peu sous tutelle de ces grosses métropoles parce qu'on a besoin d'aller chercher des ressources qu'on a du mal à avoir aujourd'hui. Stéphanie Mode. Oui, ben moi je vais partir donc de la région Bourgogne-Franche-Comté qui a la particularité d'être une région extrêmement rurale. C'est ce que j'allais dire. Avec 3 gros pôles urbains, mais qui restent quand même autour du Nord-Franche-Comté, Dijon Métropole et autour de Besançon Métropole. Donc des grosses communes, mais un peu dans le nord. Donc une région extrêmement rurale avec beaucoup de villes moyennes. Beaucoup de centralité. Donc, nous, vraiment, l'engagement de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est justement de travailler avec les territoires,
différencier d'ailleurs. On fait vraiment de la différenciation territoriale pour aider les territoires qui ont vraiment besoin de se développer, de même de retrouver de la vitalité. Et puis on pense vraiment que là il y a vraiment un équilibre à avoir. Effectivement sur les questions, on est beaucoup engagé là sur le plan alimentaire territoriaux. On regarde avec les territoires. Donc là c'est tous les territoires ruraux qui ont cette richesse. Effectivement après on regarde aussi au niveau de la transition énergétique autour des territoires engagés dans la transition énergétique, TEPOS, pour regarder effectivement. Et là, nous avons besoin de planification régionale aussi. Nicolas Juillet, vous êtes au cœur finalement de cette opposition ville-rurale, parce que l'eau part des montagnes, sillonne la campagne, la ruralité, pour arriver dans nos robinets et dans les robinets des villes. Donc vous êtes confronté aussi parfois dans cette mise en garde, peut-être dans cette nécessité de coopération entre tous les acteurs du territoire. Ça se passe comment pour le syndicat départemental de l'Aube, Nicolas Juillet? Je veux dire que ça se passe bien, parce que si oui. je vous disais que ça se passe mal, si ça passe mal, il faut le dire aussi. Hein. Vous me diriez, il est un peu... C'est ça, si ça se passait mal, donc, vous n'aurez pas invité. Non, je crois que l'approche, elle est technique dans ce domaine-là. C'est de dire, et l'objectif qu'on a pu discuter, par exemple, avec la ville de Troyes il y a quelques années, qui était en délégation de service public, qui souhaitait créer une régie et qui ont transféré la compétence au syndicat départemental des eaux. L'approche a été de dire, la ville de Troyes prend de l'eau dans différents secteurs du département et elle ne peut pas assécher, je dirais, ces secteurs-là et que les gens manquent d'eau. On a un peu la même problématique avec Haute-Paris, par exemple. La ville de Paris prélève de l'eau en limite de l'Aube et de Lyon, et pourrait dire j'en ai rien à faire des territoires ruraux sur lesquels je prélève, et c'est pas du tout le cas. On a amené des partenariats qui nous ont permis d'obtenir de la ville de Paris de l'eau pour une utilité agroalimentaire dans le département. Donc je crois qu'il faut bien faire l'approche par rapport au territoire et par rapport aux besoins des territoires. Une agglomération ne peut pas être isolée puisqu'elle a besoin de ce qui l'environne. Des communes rurales ne peuvent pas être isolées. Moi, je suis maire d'une commune de 250 habitants. Donc vraiment rural. Dans une communauté de communes de 25 communes et de 9000 habitants à 14 habitants au kilomètre carré. Donc si on ne met pas des partenariats ensemble, et je crois que l'idée, c'est bien d'avoir des échelles de partenariats différentes. Le partenariat, il est par exemple autour d'un collège et d'un gymnase qui va irriguer 20 communes. Et puis dans le domaine de l'eau, avec des compétences beaucoup plus larges, parce que c'est l'eau potable, c'est les rivières, c'est l'assainissement, c'est les zones humides. Et tous ces éléments-là sont importants. Et aujourd'hui, par exemple, sur nos territoires, on travaille avec l'institution, enfin l'ancienne institution des barrages réservoirs du bassin de la Seine, qui ont des barrages réservoirs sur notre territoire. Donc maintenant, c'est le PTB Seine-Grand Lac, qui sont grosso modo gérés par l'agglomération parisienne et par la métropole de Paris. Donc on est sur des dimensionnements complètement différents. Et j'ai pu, il y a quelques mois, puisque maintenant c'est Patrick Collier, donc le président de la métropole, qui est président de l'EPTB Seine-Grand Lac, on a discuté des éléments. Lui, son objectif, c'est quoi? C'est d'avoir moins de crues à Paris et qui est aussi de l'eau à Paris, ou sur la région parisienne, en période d'étiage. Et pour cela, il faut que des actions soient menées en amont de ce territoire-là pour que l'eau qui tombe puisse s'infiltrer et réalimenter les nappes, puisqu'on est sur des nappes profondes. Donc on est bien sur un enjeu global d'un territoire, mais ça dépend des compétences. Alors, le territoire, il est plus ou moins grand selon les compétences. Comment ça se passe quand on est face à... Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, l'Aube est particulièrement concernée par la crise de l'eau, puisque l'été a été particulièrement chaud. On dit qu'on manque d'eau aujourd'hui en France. Ceci étant, il y a un moment donné, il y a des choix à faire. On continue, on privilégie l'Aube, qui est un département plutôt rural, ou est-ce qu'on privilégie de mettre de l'eau à Paris? Ces questions de coopération, elles viennent aussi sur des questions de choix politiques, stratégiques pour le bien-être des habitants. Comment on fait ces choix et comment on les accompagne? C'est aussi le temps long? C'est déjà le temps long, ces réflexions-là? Alors, c'est le temps long, effectivement. C'est surtout déjà, au départ, une connaissance des ressources. Et le problème, c'est qu'on est aujourd'hui pas forcément dans une connaissance des ressources. Et cette année, par exemple, nous, sur l'Aube, on a la chance d'avoir les barrages réservoirs de la Seine et de l'Aube qui ont été faits par la ville de Paris à une époque, qui permettent le soutien d'étiage pour Paris, mais on en profite aussi dans ces bassins alluviaux. Mais la problématique, c'est effectivement de regarder sur l'ensemble et derrière, à partir du moment où on a une connaissance, qu'on a une projection dans le temps, et nous, sur le département, on a bâti une stratégie 2100 qui peut paraître très important, enfin
très fumeuse. L'idée, c'est de dire que tout investissement qui est fait aujourd'hui doit pouvoir servir encore dans 50 ans, dans 60 ans ou dans 80 ans. On ne doit pas tirer un tuyau qui n'aurait plus d'eau à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble sur les ressources potentielles. Et derrière, à un moment, si on n'a pas assez de ressources, il faut qu'on trouve des moyens d'économiser. Enfin, il faut déjà trouver des moyens d'économiser. Mais si on n'a pas assez de ressources, il faudra partager cette ressource-là. Et on ne peut le faire qu'en discussion. Ça ne peut pas être une imposition. Mais il faut que ce soit anticipé. Ces discussions doivent être anticipées. Ces discussions doivent être anticipées, bien entendu. Stéphanie Mode de la région Bourgogne-Franche-Comté. La question de l'eau est vraiment cruciale. En Bourgogne-Franche-Comté, on a des bassins qui sont vraiment en manque d'eau, notamment du côté franc-comtois, sur des situations qu'on n'avait pas connues dans le Doubs, dans le Jura. La problématique de l'eau est vraiment particulière parce que c'est un monde avec énormément d'acteurs, pas forcément tous en phase. Donc c'est vraiment, donc là la région Bourgogne-Franche-Comté, on réfléchit à comment la région peut se planifier ou pas, en tout cas accompagner avec l'État, pour qu'on puisse effectivement tous se mettre autour d'une table et définir aussi bien en termes d'agriculture, ma région est extrêmement agricole, donc avec une région d'élevage, donc la question de l'agriculture, la question bien évidemment de l'alimentation en eau potable. Nous on a déjà des camions citernes qui font régulièrement des navettes parce qu'on a des bassins où ça manque vraiment cruellement d'eau. Donc c'est vraiment là, je pense que c'est un des enjeux vraiment de l'avenir, et là tout de suite maintenant, de se mettre tous autour de la table, donc tous les acteurs, avec l'État, avec les collectivités, avec les syndicats, avec les agences, pour vraiment réussir à définir une politique de comment on arrive à faire moins, avec beaucoup moins d'eau, mais mieux, et en tout cas de pouvoir réussir à ne pas avoir de conflit d'usage. Alors ça rebondit exactement sur une interview que j'ai faite de Navi Radjou, qui est le chantre de l'innovation frugale et qui essaye d'expliquer et de démontrer comment on peut faire plus avec beaucoup moins. Cette question est très intéressante, en effet, à ce que vous soulignez, Stéphanie, sur la question de la gestion de l'eau, de la crise. Sur la question du numérique, je vais me tourner vers nos deux spécialistes du numérique, Anne Le Henanff et Patrick Chaise. Anne Le Henanff, peut-être, quelle place pour vous joue la transition, la transition numérique? On le voit, l'attractivité des zones moins peuplées, des zones rurales et des villes aussi, mais quelque part, elles ont été privilégiées dans la rapidité de déploiement de tout ce qui était 5G, réseau fibré, etc. Le rural est encore un peu à la traîne. Quand je sillonne la campagne de Loire-Atlantique ou de Vendée, on voit 2024 le haut débit. Bon, ça fait un petit moment. Quelle place joue pour vous le numérique dans la transition écologique et dans la transition écologique des territoires, Anne Le Henanff? Bonjour à toutes et à tous. Un rôle central, évidemment, mais je souhaiterais quand même réagir de manière globale aux échanges qui ont eu lieu, pas spécifiquement sur l'eau, parce que je ne suis pas une spécialiste de l'eau, mais plus généralement sur les réseaux et les alliances, de manière générale, quelle que soit la thématique finalement, dont le numérique, bien sûr, mais pas que. C'est que globalement, quand même, les territoires, souvent, ont le sentiment, les territoires ruraux, d'être un peu oublié, laissé pour compte. Donc de toute façon, toute alliance est bonne. Le principe de l'alliance et de faire travailler ensemble un écosystème est positif. Le sentiment parfois qu'ont les territoires ruraux, c'est que finalement tous les financements sont captés par les métropoles et que ça ne redescend pas vraiment sur les territoires et dans les petites communes. Ça, c'est regrettable. C'était un mode de fonctionnement encore récent. Moi-même, dans le Morbihan, on entendait souvent, voilà, tout est capté par Brest, par Rennes, et ça ne redescend pas sur les territoires ruraux, donc c'est-à-dire le Morbihan principalement et les Côtes-d'Armor qui sont entre les deux. Donc, ces alliances ont le mérite d'exister, et l'idée, c'est que par capillarité, ces financements, justement pour rendre les territoires plus innovants, pour répondre à des problématiques actuelles, pour assurer les transitions, il est important que les financements descendent au plus bas sur les territoires, donc dans les petites communes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je crois profondément à la capacité des territoires à être innovants et inventer des choses. Moi, je fais confiance aux territoires
et l'État est là pour les accompagner. Je pense qu'il faut écouter ce qui se passe sur les territoires, mais aucun territoire ne se ressemble finalement. Et l'échelon le plus pertinent, me semble-t-il, c'est quand même, après il y a des feuilles de route régionales, hein, je suis bien d'accord, départementales, mais l'échelon quand même le plus pertinent, c'est-à-dire le plus proche des habitants et des communes, ça reste quand même le PCI, pour moi, sur pas mal de sujets, et principalement le mien qui est le numérique. Pourquoi les EPCI? Parce qu'elles sont déjà des systèmes d'alliance et que donc finalement tout le monde a un peu voix au chapitre sur une thématique. En fait, grâce ou à cause de la loi NOTRe et surtout... de fait, il y a la loi NOTRe. Ouais. Voilà, il y a la loi NOTRe qui a quand même changé beaucoup les choses. Et qu'il se passe au cœur des EPCI beaucoup de choses, beaucoup de pilotage, hein, de projets. Le PCI est en contact avec les communes de son territoire en permanence sur plein de sujets, le déchet, les transports, l'eau. Donc c'est vrai que pour moi, c'est l'échelon le plus proche du territoire et en même temps le plus pertinent, le plus efficace pour faire passer des messages, pour monter des projets, sous, bien sûr, la dynamique des feuilles de route de régionales. Hein. Je suis bien d'accord, et des financements, ça, j'en doute pas du tout. Mais le PCI, c'est celle qui, finalement, met en œuvre, on pourrait dire. Ce serait le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage serait la région et le maître d'œuvre, les EPCI. Je trouve que c'est un bon mode de fonctionnement. Je pense aussi qu'on arrive à un moment, pour revenir au sujet du numérique, et on en reparlera, je pense, sur les territoires intelligents, sur le numérique comme source d'économie financière, bien sûr, mais surtout énergétique, eh bien, nous savons travailler dans les territoires et qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Je pense que c'est le message qu'il faut vraiment passer, c'est qu'on peut faire confiance aux territoires. Après, il y a des arbitrages qui se feront, mais ayons confiance dans nos territoires. Patrick Chaise, la question numérique, vous êtes président de la VICA, qui porte justement la question de tous ces réseaux numériques. On est en avance, on est en retard, faudrait plus, faudrait mieux? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi vice-président délégué au numérique de la FNCCR, pour que les choses soient très précises. Tout d'abord, moi, je voudrais aussi réagir, si vous permettez, à ce qui vient d'être dit, pour dire que, en fait, ça me gêne toujours, en fait, de parler d'urbain, de rural, d'opposition, de PCI, de régions, de strates diverses et variées. Je pense que, très franchement, si on ne comprend pas que c'est le problème de tous, on n'y arrivera pas. Je crois que c'est vraiment donc le point sur lequel je veux insister, c'est de dire qu'on soit en rural ou en urbain, on aura de toute façon les mêmes conséquences, voire des conséquences, j'allais dire complémentaires ou différentes, mais en tout cas, on subira des conséquences du dérèglement climatique et des manques aussi en termes d'eau, en termes d'énergie, et par conséquence du numérique, parce que le numérique est au centre de tous les réseaux. Pour moi, le numérique est la colonne vertébrale de tous les réseaux, c'est le réseau des réseaux, et le numérique doit nous aider à la transition. Alors, attendez, pour moi, c'est indispensable donc d'avoir cette vision-là. C'est que le numérique ne doit être d'ailleurs mis en œuvre et ne doit évoluer que si au bout du compte, au bout de la chaîne, il apporte un plus à la transition environnementale. Alors, je crois que Stéphanie Mode, vous vouliez réagir, et puis après Nicolas Juillet. Oui, rapidement pour illustrer, encore une fois, dans ma région, qui je l'ai dit, très rurale, le numérique est extrêmement important pour désenclaver. Donc c'est vraiment le numérique au service des territoires. Et je suis bien d'accord, effectivement, à l'ensemble des territoires. Aussi bien d'ailleurs sur une métropole comme Dijon, quand on a un CHU extrêmement important, des entreprises, ou le Nord-Franche-Comté avec des entreprises qui ont besoin de ce numérique. Mais en tout cas, c'est vrai que le numérique au service des territoires est extrêmement important. Pour illustrer, nous allons avoir à passer un hiver un peu compliqué, avec des velléités de faire du télétravail. Télétravail, oui. Des tiers-lieux. Donc, la ruralité est extrêmement innovante sur les tiers-lieux. C'est vraiment là où se passe, je pense, une grande partie de l'innovation tiers-lieux. Pour autant, si le numérique ne suit pas,
il n'y a pas de tiers-lieu, hein, ça c'est ça. évident, il n'y a pas de télétravail. Et de même aussi, si on veut, et nous c'est notre volonté d'avoir des entreprises sur l'ensemble du territoire, avec notamment aussi un certain retour d'une certaine partie de la population qui veut vivre maintenant en ruralité, et ben, il faut aussi que les entreprises puissent s'installer et donc avoir le numérique pour pouvoir le faire. Nicolas Juillet, vous êtes, on parlait de réseau numérique, mais vous avez des réseaux d'eau potable en fait à gérer. C'est à peu près, c'est assez similaire finalement. Donc, j'ai un petit peu de casquette parce que j'ai été vice-président du département chargé du numérique à un moment. Et donc, j'ai arrêté. Mais dans le schéma, effectivement, les réseaux d'eau aujourd'hui, les réseaux d'assainissement, tous les réseaux d'alerte de crue, les réseaux d'alerte sécheresse, tout passe par le numérique. Et on était à un moment sur du GSM, sur des coûts relativement importants. Aujourd'hui, dans le numérique, avec les boucles numériques, avec tous ces éléments-là, on peut piloter, on peut optimiser le pilotage de toutes nos stations de pompage, de traitement, de rejet et autres. Et je crois que ça, c'est un élément fort qui doit nous permettre d'optimiser toutes et tous nos réseaux et notre fonctionnement et nos consommations. Patrick Chaise n'aime pas qu'on fasse d'opposition urbanité, ruralité, etc. Mais néanmoins, quand le numérique arrive dans les campagnes, cette opposition s'amoindrit. Parce que les gens, à partir du moment où ils ont de quoi bien boire, de bien manger et de bien travailler, j'ai envie de dire, ils n'ont pas forcément envie de bouger de leur petite maison avec une jolie vue sur la montagne ou sur un lac. Patrick. Alors ça, c'est effectivement une conséquence qui peut être considérée comme positive. Mais là aussi, donc faut bien tout mesurer. C'est-à-dire que pour compléter ma réponse à votre question auquel j'ai pas répondu tout à l'heure. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Le fait est aujourd'hui que donc le territoire national est en train de s'équiper en numérique et j'ai pas la même vision que vous. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas justement de différenciation urbain-rural. Il y a encore dans l'urbain des secteurs qui ne sont pas desservis en fibre optique notamment, qui est le réseau de demain. Il faut se le dire. Aujourd'hui, le choix politique qui a été fait... Ceci étant, il y a encore pas mal de zones blanches aujourd'hui en France. Il y a encore pas mal de zones blanches en urbain et en rural en fibre optique. Bon, l'objectif étant qu'en 2025, la couverture soit totale en fibre optique sur le territoire national, puisque aujourd'hui on parle du décommissionnement ou de la dépose du réseau cuivre à échéance 2030. Alors ça paraît loin, mais c'est pour le coup assez rapide parce que ça demande tout un processus qui va faire que en 2030, le réseau de communication qui sera donc utilisé par tout à chacun sera le réseau fibre. Tristan, vous, du point de vue de la métropole de Brest, vous avez entendu plein de regards différents. On a parlé d'eau, on a parlé de réseau numérique, d'opposition, de complémentarité ou d'opposition rural-urbain. Comment vous réagissez de votre point de vue? Oui, justement, je ne suis pas du tout un spécialiste ni du numérique ni de l'eau, donc je voulais rebondir sur ce que disait Patrick Chaise, parce que on est évidemment tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas construire de logique de concurrence entre les territoires. On est tous concernés par le réchauffement climatique de la même manière, etc. Mais c'est une idée sympathique, mais enfin, aujourd'hui, la réalité quand même, c'est que la logique de métropolisation, et je suis élu métropolitain, donc je serai mal placé pour taper sur les métropoles, évidemment, mais enfin, on a le droit aussi d'avoir un regard critique sur ce qu'on a fait il y a quelques années avec les métropoles. Les métropoles servent de locomotive sur certains territoires, c'est une réalité, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on ignore non plus les effets de bord. La métropolisation doublée de la logique d'appel à projet, enfin, je suis désolé, aujourd'hui ça pose un certain nombre de questions. Un des projets dont je comptais parler, mais bon, je ne rentrerai pas dans le détail, avec le Pays COB, cette coopération urbain-rurale qu'on a construite, c'est un projet européen, REG Énergie, auquel le Pays COB n'aurait évidemment, sans doute pas pu prétendre sans cette coopération avec Brest Métropole. Et on peut dire ça dans la concurrence territoriale qui s'installe sur ces appels à projets, c'est une réalité, entre territoires urbains et territoires ruraux, mais entre métropoles modestes et grandes métropoles également. Enfin, à Brest Métropole, quand même, un des sujets dont on se plaint le plus régulièrement, c'est que c'est toujours Nantes, c'est toujours Rennes qui prennent l'essentiel des financements, etc., etc. Donc, dire qu'il n'y a pas d'opposition entre les territoires, enfin, moi, je suis évidemment d'accord avec ça, il ne faut pas qu'il y en ait, mais aujourd'hui, la logique de métropolisation plus la logique d'appel à projet crée de fait une concurrence territoriale et qui est, à mon avis, au détriment des projets de transition écologique. Pourquoi au détriment?
Allez-y. Et puis, on est peut-être là pour justement dénoncer cet état de fait qui pose effectivement une vraie difficulté. Et je suis assez d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il pleut ou c'est déjà trop mouillé. Stéphanie, vous vouliez réagir? Alors, échange de micro. Heureusement, il n'y a plus le Covid. C'était juste, vous disiez pourquoi? Parce que la transition nécessite de la coopération. Et là, effectivement, on a de la compétition entre territoires. Donc c'est ça qu'il faut vraiment réussir à dépasser. Anne Le Henanf, pardon. Coopération, opposition. Oui, je vais rebondir sur ce que vient de dire ma collègue là, c'est que effectivement, il faut qu'on change nos façons de faire. La transition, c'est déjà changer à nous, les élus locaux. Je le suis encore, je suis une simple conseillère municipale de Vannes désormais, mais changer nos façons de faire. Et donc, le pilotage, la gouvernance des projets qui vont mener nos collectivités vers la transition, quelles qu'elles soient, les transitions, on peut dire, ou vers les objectifs, c'est même plus des transitions, effectivement, c'est-à-dire les priorités vers lesquelles il faut qu'on aille très 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 vite puisqu'on n'a pas le choix, on ne peut pas attendre. Donc il faut changer nos modes de fonctionnement. On a commencé à travailler... Est-ce qu'on a les moyens de changer nos modes de fonctionnement? D'abord les moyens, j'ai envie de dire, humains, c'est-à-dire est-ce que les gens ont envie de changer les modes de fonctionnement? On sait bien combien le changement peut faire peur parfois, donc il faut accompagner ce changement. Est-ce qu'on a les moyens financiers de le faire? Est-ce qu'on a les moyens législatifs aussi de faire dans les compétences de chaque échelon dans un territoire? Il faut que nous soyons au niveau des différents échelons territoriaux, de l'État jusqu'à l'EPCI ou la commune. Il faut qu'on recherche l'efficacité, l'efficience de l'action publique. Donc il faut qu'on soit en capacité de mesurer les actions que nous menons. L'État, il est là pour accompagner, il est là pour donner une feuille de route. C'est ce qu'est en train de faire Christophe Béchu avec le programme sur les transitions écologiques. Donner une feuille de route, donner des moyens financiers. Mais il ne pourra pas tout faire, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Donc il faut descendre dans les échelons et donner la possibilité aux différents territoires de proposer des choses, parce qu'il y a aussi l'identité territoriale. Moi, je suis plutôt toujours réservée. Il y a des lois, on peut se rendre compte que certaines lois, je pense à la loi climat et résilience, par exemple, a des effets pervers qu'on n'avait peut-être pas imaginé à l'époque où elle est sortie. Donc il faut s'adapter au territoire, je le pense. Il faut changer nos méthodes de travail. Donc, on a parlé d'écosystème, d'animation, de travailler en mode projet sur un territoire. Il faut également entrer dans nos façons de fonctionner, je dirais le principe de base de la transversalité, c'est-à-dire qu'on puisse confier à certains acteurs des actions qui soient partagées par tous, mais utilisons les compétences de nos territoires. Je prends dans le Morbihan sur, par exemple, la transformation numérique de notre territoire sur le territoire intelligent. Eh bien, on a un syndicat mix d'énergie qui s'appelle Morbihan Énergie qui travaille sur un sujet qui est le data center, la sauvegarde des données, etc. Bon, ils savent le faire, donc confions-leur cette partie-là. À côté de ça, nous, les collectivités, on a aussi une obligation, notamment de protéger nos données et de sécuriser nos systèmes d'information pour éviter que des malveillants viennent chercher nos données qui sont notre richesse aujourd'hui. Et qui se produit de plus en plus. On ne l'a pas parlé, mais en effet, la data, elle est aussi au service de la transition écologique, parce que plus on a de données de capteurs dans les eaux, plus on peut élargir des schémas de directeurs, d'action. Je vois Nicolas qui attrape le micro, mais oui, c'est pour vous, c'est une évidence? Quand je disais tout à l'heure, c'est la connaissance dont on a besoin et qu'on n'a pas forcément. Le data nous permet cette connaissance et ce suivi. Je crois que ça, c'est un élément hyper important. L'autre point, et je vais dire à ma voisine qui est députée, donc le législateur, c'est qu'à un moment, quand des textes sortent, il faut les laisser vivre et il faut attendre le résultat de ces textes-là. La loi NOTRe disait, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement... Le temps long. Comment ? Il faut le temps long. Le temps long. Il faut leur laisser le temps de vivre. Le temps d'action sur les territoires. Alors, c'est pas inaction. Oui. C'est bien de l'action. 2016, loi NOTRe. On nous dit 1er janvier 2020, tout le monde doit transférer ses compétences à l'EPCI, au syndicat intercommunal, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'assainissement. On s'organise pour accueillir tout le monde. 2019, la loi change en disant on repousse en 2026. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les gens ? Bah, de toute façon, 2026, ça sera encore repoussé, donc ce n'est pas la peine qu'on s'allie. Alors qu'on a besoin
de l'ensemble des territoires pour mener des actions. Et ça, c'est un vrai problème. Mais c'est le même problème qu'on a avec, par exemple, l'agriculture sur des mesures agri-environnementales ou autres. Quand on travaille dans les bassins d'alimentation de captage en disant aux agriculteurs, il y a telle vision et on peut faire ça, c'est sur 3 ans, c'est sur 5 ans, alors qu'on est sur du temps long. Et nous, dans nos nappes de craie, on met 50 ans pour que l'eau réagisse aux pratiques qui ont été faites. Comment on peut expliquer à quelqu'un que dans 3 ans, il doit avoir les résultats, alors que les décrets d'application sortent 6 mois après ou 8 mois après, ou sont même pas sortis au bout des 3 ans que l'action aurait dû être menée? Patrick Chaise. Oui, enfin, tout ce qui se dit démontre que le sujet est complexe. Moi, j'ai souvent, dans les échanges qu'on peut avoir sur ces sujets, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, qui consiste à dire que finalement, quand il n'y a pas de loi, on demande des lois, et quand il y a des lois, on dit que les lois ne sont pas bonnes. Et c'est la difficulté en fait de l'exercice. J'entends parce que Anne vient de le dire. En fait, on s'aperçoit dans certaines lois que les mesures qu'on a votées sont peut-être pas optimales et qu'il faut en changer. Et donc, vu de l'extérieur, dire attends, ils ont décidé quelque chose, on revient en arrière, etc. C'est vrai que c'est perturbant. Moi, je rêve d'un monde sans loi. Ça serait un monde idéal. Ça veut dire qu'on serait suffisamment tous intelligents. Un monde sans contraintes. Sans loi. C'est-à-dire qu'en fait, les lois se feraient au besoin, au plus près du besoin et en fonction des territoires, en fonction des particularités, etc. C'est ça le monde idéal pour moi. Force de constater que pour l'instant, on n'y est pas et qu'il faut effectivement des cadres. Moi, je voudrais quand même juste donner un exemple sur quelque chose qui a plutôt bien marché et qui est toujours dans le monde du numérique. C'est le plan France Très Haut Débit. Le plan France Très Haut Débit, en fait, c'est quelque chose qui a été coordonné par l'État, mais qui n'a pas été imposé par l'État. Et globalement, ça a donné un super résultat. C'est-à-dire qu'on va atteindre l'objectif, certes, peut-être un peu plus tard qu'on l'aurait espéré, mais on l'atteint, cet objectif. Et moi, je souhaiterais que dans la transition écologique dont on parle, on puisse s'inspirer de ça. C'est duplicable, ces oui, modes de fonctionnement sont duplicables. Je pense complètement que c'est duplicable. Tout le monde est d'accord autour de la table, c'est duplicable ce mode de fonctionnement. Anne, moi, je pense que oui, et on demande au territoire de s'adapter. On demande au territoire d'être agile. Il faut qu'au niveau de l'État, ce soit la même chose. C'est-à-dire, souvent, ce qu'on demande au territoire, il faut qu'on soit en capacité au niveau national de l'appliquer à nous-mêmes déjà. Et donc, le législateur, effectivement, les ministres, et voilà, une vision différente de, finalement, la gouvernance aussi de notre pays, qui est faite de plein de personnalités, de territoires, d'identités différentes. Je vais m'adresser je ne dis pas, Anne, que vous n'êtes pas une élue de territoire, mais je vais m'adresser à Stéphanie et à Tristan. Sur cette question, justement, de la place un petit peu de la région, de l'État, est-ce qu'aujourd'hui, Stéphanie, c'est suffisamment clair pour que chacun puisse agir? Vous avez dans la feuille de route des régions, dans les compétences régionales, il y a une compétence sur le développement durable. En préparant nos échanges, j'ai vu que la Bourgogne-Franche-Comté et la région, et je pense que d'autres régions le font aussi, ont inclus de manière transversale la question du développement durable au travers de tous les grands questionnements et de toutes les compétences que vous avez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la région peut vraiment agir, ou qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être réaménager les différentes compétences, les différents niveaux d'intervention, État, région, et puis plus bas, département, métropole et commune? Oui, 3 minutes. Vous avez 3 minutes, oui, c'est ça. 3 minutes. Allez, 1 minute 30. Alors, non, je vais essayer de reprendre dans le bon sens. Alors déjà, effectivement, moi, je pense qu'il y a des articulations, effectivement, que ce soit les EPCI ou les pays, la région, les régions travaillent. C'est vraiment des échelons pertinents, à la fois maille assez fine, pour pouvoir travailler ensemble. Donc ça se fait, on accompagne sur de l'ingénierie de territoire, c'est ça, une région, ça fait de l'animation de territoire, ça fait de l'ingénierie, notamment sur les territoires qui en sont le moins bien pourvus. Alors on parlait effectivement des différences, même entre les grandes métropoles, les petites métropoles. Alors quand on passe des petites métropoles à de la ruralité, on voit bien le delta. Donc c'est vraiment ça. Ensuite, Région de France a travaillé sur une question qui nous intéresse vraiment tous, qui est la planification énergétique. Et là, ce qu'on demande vraiment à l'État, c'est qu'effectivement, ce ne soit pas, d'une part, descendant,
qu'effectivement, ça ne bouge pas tous les 3 matins, ça serait bien. Là, sur la rénovation thermique, si je défie quiconque d'y comprendre quelque chose, même moi qui suis dedans depuis plus d'1 an, là, c'est très très compliqué, ça change tout le temps. Donc déjà, effectivement, qu'on se tienne à quelque chose. Et puis surtout, ce qui manque actuellement, c'est vraiment une véritable concertation. Alors ça peut évoluer, hein. Région de France espère vraiment que nous puissions vraiment, par exemple, être véritablement copilotes, les régions copilotes de la territorialisation, notamment la future PPE. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est à l'échelle de la région, ensuite en lien avec les EPCI, avec les territoires, nous allons pouvoir décliner territorialiser tous ces éléments de transition énergétique c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, et pour l'instant, on n'a pas ce sentiment, en tout cas d'une volonté réelle de l'État, d'aller jusqu'au bout de la décentralisation en donnant les normes, les règles et ensuite en discutant et en écoutant les territoires. Alors, allez-y Tristan, j'ai vu Anne Le Henaf se rapprocher des micros, donc peut-être que vous vouliez réagir. Tristan, vous vouliez réagir? Oui, alors effectivement, pas une question simple en 30 secondes. Je vais évidemment pas au congrès de la FNCCR et devant des élus locaux dire qu'il faut moins de décentralisation, mais il faudrait quand même un peu mieux de décentralisation. Pour l'anecdote historique, dans les années 80, sur la première vague de décentralisation, les premières compétences, le premier bloc de compétences que l'État délègue aux collectivités créées à l'époque, donc les régions, c'est les politiques de développement durable et d'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, l'État planificateur à l'époque est plus à la mode, c'est un sujet qui est en train progressivement de revenir, donc c'est pas un sujet neuf, mais surtout parce que politiquement c'était le moins coûteux, parce que ces politiques-là étaient considérées comme des politiques subalternes, secondaires, qui avaient peu d'intérêt. On voit qu'il y avait une vraie vision d'avenir sur ce sujet. Moi, ce que je veux dire, c'est sur la question du législateur et de l'inflation législative, un exemple concret, si j'ai deux secondes, Ah bah oui, sur les déchets, qui est mon autre sujet de compétence avec l'énergie. On a eu les lois Grenelle 1 et 2, 2009-2011, la LTECV en 2015, la loi AGEC en 2020, et entre chaque texte législatif, une litanie de textes réglementaires qui arrivent en ordre complètement désordonné, qui sont d'ailleurs pas toujours arrivés. La loi AGEC de 2020, on attend encore une grosse partie des textes d'application, et sans, à mon avis, de véritable esprit d'évaluation de la part du législateur, ce qui est quand même l'autre rôle du Parlement avec l'édiction des lois, et sans vision programmatique. Moi, je pense que le législateur français manque d'une vraie vision programmatique sur un certain nombre de sujets. Alors, on l'a sur la PPE, on l'a sur d'autres sujets qui sont plus éloignés des nôtres, hein, sur la défense, sur la sécurité intérieure. Sur les déchets, il n'y a absolument aucune vision programmatique. Et on a, à vrai dire, des documents de programmation qui ont été successivement de la compétence de l'État, puis des régions, puis des départements, qui ensuite sont revenus aux EPCI, qui, au mieux, ils se juxtaposent et ils ne s'adressent pas les uns aux autres, mais au pire, ils se contredisent carrément. Enfin, aujourd'hui, les objectifs nationaux de réduction ou de prévention des déchets sont en contradiction avec les documents régionaux et en contradiction avec les actions qui sont mises en œuvre localement. Et moi, je mets au défi chacun des citoyens du territoire de français de savoir ce qu'il met dans quelle couleur de poubelle, parce que c'est sur l'ensemble du territoire, c'est pas tout à fait la même chose. Dans certains, on met plastique, polystyrène, d'autres, on met... Même si ça s'améliore avec l'extension des consignes de tri. Ça s'améliore, mais ça devient compliqué. Donc, on voit bien qu'il y a une nécessité, finalement, de plus d'état. Il y a aussi une nécessité. Il y a aussi toute la question, on l'avait évoqué en préparant avec Anne, mais je pense que c'est pareil pour les autres, la question aussi d'attribution des marchés publics. Moi, j'entends des amis chefs d'entreprise qui me disent je postule à un marché public dans ma région ou sur mon territoire, et finalement, c'est une autre entreprise qui peut être européenne à 5000 km de chez moi, qui ne va pas forcément imprimer, on va prendre des affiches de communication, avec des encres propres, etc., qui va être moins cher, plus loin, donc on va avoir plus de temps de transport, plus de gaz à effet de serre émis, et puis une qualité d'impression. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur cette question de réflexion, de se dire finalement, dans nos territoires, on a des richesses, et ces richesses, créons-la, parce que finalement, on va se réinventer, mais on va aussi promouvoir nos entreprises locales, et on va les mettre en avant, et en réduisant l'impact sur l'écologie. Qui veut répondre? Stéphanie? Oui, Stéphanie. Je vous voyais. Non, mais peut-être que c'est une question, parce que cette question, elle est souvent posée au niveau régional et au niveau métropolitain. Oui, c'est ça, niveau métropolitain aussi. Non, sur les marchés, c'est effectivement très compliqué. Alors, ce qui est très embêtant actuellement, c'est qu'on est tous, quand on est sur les plans alimentaires territoriaux ou autres, on se dit qu'il faut trouver des astuces.
Donc on trouve des astuces. Ben, ça, c'est pas satisfaisant parce qu'il va falloir passer des astuces à de la législation qui permettent effectivement. Donc c'est vrai que sur l'alimentation locale, on y arrive, mais c'est parce qu'on se passe tous ces astuces pour. Allez, on va faire contourner un pas de côté, ce que dit le texte. Voilà, donc ça c'est pareil sur l'énergie, la question aussi se pose en consommation locale, comment faire? Donc effectivement là je me tourne plutôt vers les législateurs, comment on fait pour qu'effectivement on puisse passer outre les astuces. Anne, je crois que... Franchement, c'est un des sujets sur lequel moi je vais m'engager au niveau du Parlement parce que on demande aux collectivités et aux territoires globalement de mener ces transitions de manière forte et rapidement. Sauf que les marchés publics les empêchent d'avoir un certain nombre de critères clairement exprimés dans l'appel d'offres qui permettraient d'aller vite sur les transitions. Et je pense notamment à des critères, par exemple, géographiques. Il est interdit dans un marché public de préciser que pour les cantines, on souhaite acheter à moins de 50 km de la ville où on est. C'est quand même problématique parce que dans la volonté que nous avons de manger local, des produits de qualité, produits autour de la ville, du territoire, de la commune, il faut trouver des astuces, c'est pas satisfaisant, effectivement. Donc, sans aller vers je veux acheter français ou je veux acheter morbihanais, il y a forcément des choses. Mais au niveau numérique, c'est la même chose. On demande aux collectivités d'avoir une démarche durable au niveau du numérique. Une démarche de sécurité également, c'est-à-dire finalement de privilégier peut-être des logiciels qui sont produits en France ou en tout cas européens, labellisés Sécure. Il faut pour ça les aider dans les marchés publics. Parce que sinon, ça va être très tentant. C'est compliqué de changer la loi là-dessus ? Il faut qu'on travaille tout simplement là-dessus. Et je pense que rien n'est impossible. Donc on va essayer de nous faire preuve aussi d'astuce et d'imagination pour pouvoir modifier la loi. Commencer par des territoires exploratoires et d'expérimentation peut-être. Voilà, je veux quand même dire, c'est que les marchés publics sont faits de telle manière que ce qui prime, c'est le moins-disant. C'est l'argent, le prix. Il faut changer ça. On laissera la parole un peu à la salle quand même. Sur la question de la concurrence, en fait, et de ces critères-là, c'est aussi l'Europe. C'est donc un choix qu'on a fait à un niveau supérieur, j'allais dire, et qui aujourd'hui nous pose effectivement ces difficultés dans l'application quotidienne. Et donc tant mieux si effectivement aujourd'hui on peut avoir des initiatives pour faire évoluer ça. Ça sera pas simple, mais bon, quand la volonté est là, on doit y arriver. Allez, une dernière question ou quelques dernières questions avec vous, Stéphanie, pour parler un petit peu de la région. On a évoqué un peu l'action, votre vision des fonctionnements, des alliances, des coopérations. Mais aujourd'hui, comment la région porte-t-elle la question de la transition écologique dans vos territoires qui, comme vous le dites, sont des territoires plutôt ruraux avec, on va dire, Dijon et Besançon qui sont les deux grosses métropoles Pardon. Et le Nord-Franche-Comté, autour de Montbéliard. Montbéliard. Oui, alors moi, de ce que je connais le mieux, à la région, donc sur la transition écologique, la transition énergétique occupe actuellement quand même une bonne partie de mon temps. Tout le monde comprend bien pourquoi. Donc la région s'est engagée, alors je dis aujourd'hui notamment parce qu'on est beaucoup engagé avec les syndicats d'énergie dans les SEM énergie. Donc la région capitalise. Je suis moi-même au conseil. Voilà. Donc c'est vraiment l'engagement de la région pour pouvoir développer les énergies renouvelables au plus proche des territoires, parce que les syndicats d'énergie sont au plus proche des territoires. Puis après, on a des mesures aussi d'accompagnement direct sur ce qui concerne la petite méthanisation et les réseaux de chaleur. Voilà. Et puis au-delà de ça, donc on parlait tout à l'heure donc le SRADET effectivement, donc voilà, aménagement du territoire. Donc on a élaboré notre SRADET et dans le cadre de SRADET, il y a la région engagée énergie positive et bas carbone. Et donc là actuellement on le décline. Donc on a une expérimentation avec des territoires volontaires, donc 6 territoires pilotes répartis sur l'ensemble de la grande région pour pouvoir décliner et justement harmoniser. Donc on part vraiment des exigences de ce que nous on a mis en termes donc d'économie d'énergie
d'énergie, de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Pour regarder avec ces territoires-là qui sont pilotes, qui sont certains très avancés dans la transition énergétique et d'autres beaucoup moins, pour harmoniser, retour de bonnes pratiques et donc avancer ensemble pour qu'on puisse à terme, mais très rapidement, pouvoir démultiplier ces retours d'expérience et le mettre à l'échelle de la grande région. Donc ça, c'est vraiment un des rôles vraiment importants et moteurs d'une région, en travaillant encore une fois avec les territoires pour pouvoir essayer d'avancer très concrètement et beaucoup plus vite sur ces transitions énergétiques. Voilà, donc c'est les territoires engagés dans la transition. Merci beaucoup à tous les 5. Patrick Chaise a dû nous quitter parce qu'il est attendu sur une autre table ronde. L'organisation de ces congrès fait que parfois ça se chevauche un peu. Ceci étant, on va vous laisser un peu la parole parce que je dis très très fréquemment qu'il y a plus d'intelligence souvent dans la salle que dans les questions du journaliste qui anime. Donc n'hésitez pas, on a un petit quart d'heure, 20 minutes. Vous êtes d'accord hein, avec moi ? Non. Voyez. Hein. Donc, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, avoir des compléments d'information, nos 4 invités restants sont à votre disposition. Et est-ce qu'il vous faut un micro pour faire circuler ou pas? Alors, c'est moi qui vais descendre. OK. Ah, il y a un micro ici, très bien. Il y a un micro là-bas. Alors, levez la main et nos charmantes hôtesses viendront vers vous. Alors, allez-y, posez votre question. Oui, alors vous avez parlé effectivement d'efficience de l'action publique, de souveraineté à plein d'égards, et notamment vous avez évoqué les questions de la commande publique pour la souveraineté industrielle. Je crois qu'effectivement, comme il y a un mouvement d'accélération sur les sujets des transitions écologiques, énergétiques, effectivement, il est urgent, quelque part, hein, de travailler sur ce sujet de la commande publique. Parce que là, on va quand même consentir un certain nombre d'investissements accélérés sur les questions de rénovation énergétique, sur les questions des réseaux. Et si on ne se pose pas cette question immédiatement, la loi le permet quand même. Elle permet quand même un certain nombre de choses. Il y a des bonnes pratiques à l'œuvre. Je vais citer l'Occitanie, où il y a et il y en a d'autres hein, qui ont établi des chartes de marché public avec de l'agilité, pas seulement sur le volet innovation, mais également sur des sujets de RSE et autres. Donc il y a beaucoup de bonnes pratiques sur tous les territoires qui se sont déjà fait jour. Et je pense que ce serait important non seulement de les mettre en valeur, mais au-delà de ça, d'avoir un groupe de travail un petit peu au niveau national pour faire remonter ces groupes de travail, enfin ces bonnes pratiques qui aujourd'hui, enfin la loi, rien ne nous empêche en clair aujourd'hui quand même d'institutionnaliser ces bonnes pratiques. Voilà, c'était un petit peu le sens d'une remarque, c'est peut-être pas tant une question, mais je crois qu'il est urgent d'agir parce que sinon on va faire des politiques keynésiennes en finançant l'industrie chinoise. Voilà. Dans le monde de l'entreprise, je rebondis sur ce que vous dites, dans le monde de l'entreprise, et je vous laisserai répondre à qui le souhaite, souvent on utilise le terme de lab, c'est-à-dire des laboratoires d'expérimentation, d'exploration, de mise en commun des bonnes pratiques pour faire de l'amélioration continue. Qui veut répondre à madame sur cette prise de parole ? Anne Le Henanf. Merci pour votre intervention, madame. Effectivement, moi je pense qu'il faut aller chercher les bonnes pratiques là où elles sont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réinventer des choses. Et je sais que les territoires sont innovants, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est une bonne idée, mais en tout cas que je retiens, je la proposerai avec grand plaisir d'aller faire un tour un peu des bonnes pratiques. Parce que c'est un début, ça permet de coller à la réalité et de proposer des choses qui sont cohérentes et applicables derrière, qu'on n'invente pas des usines à gaz si ce n'est pas applicable dans les collectivités ensuite. Donc je le retiens, je viendrai vous voir après. Nicolas Juillet. Je crois qu'effectivement, mais il faut aussi que sur les territoires, on puisse s'entendre sur ce qu'on met dans les éléments et dans les appels d'offres et dans les cahiers des charges. Parce qu'il y a aussi le volet de l'autre côté, quand on en discute avec les chefs d'entreprise, c'est que si chaque collectivité, par exemple, met ses critères sociaux, ses critères d'insertion et autres, ben, ils ont du mal à s'y retrouver eux aussi, parce que les choses sont différentes d'une collectivité à l'autre et d'un marché à l'autre. Et je crois qu'il faut qu'on arrive, par rapport à des territoires et sur le travail global de territoire, à intégrer l'ensemble de ces éléments pour avoir quelque chose aussi de lisible vis-à-vis de l'extérieur. Parce que ça peut être lisible vis-à-vis des collectivités, puis c'est pas forcément lisible vis-à-vis des gens qui répondent. En fait, ce que j'entends, c'est qu'en fait, il vaudrait mieux connaître quelle est la cartographie économique, sociale, environnementale des entreprises d'un territoire pour pouvoir faire des appels d'offres qui leur correspondent, pour qu'elles puissent y répondre. C'est ça, Nicolas ?
C'est un peu ça. J'ai participé il y a quelques années à des groupes de travail à l'Agence nationale de la recherche. Et globalement, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on disait à l'ANR, il faudrait travailler sur tel domaine, parce qu'on savait qu'on allait pouvoir répondre aux appels d'offres derrière. Et je crois que, alors c'est pas du délit d'initié, c'était dans la prospective et dans le fait de pouvoir dire, on va essayer d'avancer et d'avoir des nouvelles pratiques qui nous permettent de le faire. Et je crois que ça, c'est un élément important dans tous nos territoires. Une question, allez-y Jean-Luc. Oui, Jean-Luc Salaberry, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. On l'a vu il y a près de 2 ans, France Urbaine, qui est l'association des métropoles de France, qui a initié un travail sur l'alliance des territoires, avec l'idée que ces métropoles ont besoin de terrain, d'espace disponible, à la fois pour faire des énergies renouvelables, à la fois pour faire de l'alimentaire, hein, ça a été évoqué, du maraîchage et autres. Et on voit bien que, je ne citerai pas de nom, quelques métropoles commencent déjà à acheter des terrains dans d'autres départements de France pour traiter ce genre de sujet. Hein. Et donc, est-ce que ça, alors c'est un peu provocateur ce que je dis là, hein, mais c'est le tout début. Est-ce que c'est ça véritablement une alliance des territoires, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être mieux organisé, même si c'est peut-être ça? Alors il y a la vice-présidente de la région qui a peut-être vu des terrains achetés par d'autres départements chez elle, je ne sais pas, Stéphanie. Alors, non, je souhaite réagir parce que de toute façon, il y a quelque chose qui fait beaucoup parler et qu'on est au début, donc c'est le zéro artificialisation nette. Donc, d'entrée de jeu, ça va effectivement calmer les ardeurs de chacun, chacune. Donc là, effectivement, on est vraiment sur l'alliance. Après, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment sur l'ensemble des territoires, les richesses, les potentiels. Quand on est sur les ENR, il faut effectivement regarder déjà les potentiels en termes de toiture, de zones de friches industrielles. On en a encore quelques-unes qui peuvent être utilisées. On parlait aussi, pourquoi pas, protection des zones de captage. Il y a des tas de solutions sans aller empiéter. Et puis aussi avec l'autonomie alimentaire. Donc il y a vraiment, là pour le coup, je pense qu'il faut vraiment travailler sur, non pas la compétition, ou le fait d'aller vouloir toujours manger plus et toujours plus loin, mais vraiment de regarder les richesses et les potentiels de chaque territoire en bonne intelligence. Tristan Fauveau de Brest Métropole. Oui, c'est une question intéressante parce qu'on parle beaucoup des territoires depuis tout à l'heure. Un des défis majeurs pour la bifurcation écologique et pour la bifurcation énergétique, c'est celui de la massification. Et si on laisse la massification aux mains des territoires, bah oui, potentiellement, il y a des métropoles qui vont chercher des terrains parce que pour faire de la massification énergétique, on a besoin de foncier et on a les effets de bord que vous décrivez. Donc ça renvoie aussi à la question du rôle de l'État dans cette affaire. Je ne veux pas parler trop d'État devant la FNCCR, mais je pense que c'est quand même on est aux Jacobins ici. Hein, on est aux Jacobins, ouais, exactement. Ouais. Mais je crois que sur certaines politiques, il faut aussi qu'on assume une recentralisation lorsque c'est nécessaire d'avoir une vision, d'avoir une capacité d'action nationale. Et je pense que sur la question de la massification énergétique, c'est le cas. La question de l'aménagement du territoire, ça peut être le cas aussi, du développement économique. Mais à l'inverse, une décentralisation beaucoup plus poussée, avec des vrais transferts de compétences, c'est-à-dire avec des moyens vers les communes ou les départements ou les régions, lorsque l'enjeu est local et lorsque les collectivités en question exercent déjà une partie de ces compétences. Et puis surtout, il faut remettre de la cohérence dans les politiques. Pour chacune des politiques publiques de transition, je crois qu'il faudrait un schéma clair de répartition des compétences entre ce que fait l'État, ce que font les collectivités territoriales, un document qui soit concerté, qui soit rendu public, etc., et qui définit surtout le pouvoir de décision, les procédures, les interlocuteurs, et, parce que c'est le nerf de la guerre, les moyens qui sont dévolus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres envies de réaction dans la salle ? Alors moi, il y avait juste une question, peut-être à tous, mais peut-être plus à Stéphanie et peut-être plus à Tristan. Tout à l'heure, et la question m'a échappé à ce moment-là, vous disiez qu'il faudra tous se mettre autour de la table, les syndicats, autour de la question de l'eau. La question que je me pose, c'est aussi la question du tissu associatif. On sait combien il est riche, combien il est intéressant, souvent militant, mais très souvent pertinent aussi. Comment aujourd'hui, dans cette question de la transition écologique, dans cette réinvention des territoires, dans cette mise en place de politiques publiques pour mieux avancer tous ensemble, on intègre dans la réflexion, est-ce qu'on les met autour de la table quand il y a des réflexions du style de la gestion des réseaux de l'eau, de la gestion des réseaux numériques ou de la biodiversité ?
Oui, bien sûr, on les met autour de la table, comme on met autour de la table tous les corps intermédiaires. Voilà, c'était une réflexion. Quand on parle de territoire, pour moi, c'est tous les acteurs du territoire, bien évidemment. Et c'est vrai que là, sur les grandes questions de planification écologique, énergétique, sur les questions de biodiversité, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que là, effectivement, entre antagonismes, c'est en mettant les gens autour d'une même table qu'on arrive à dépasser aussi et à se mettre d'accord. Parce qu'effectivement, sur ces questions-là, entre l'association des pêcheurs sur la question de l'eau, par exemple, ou sur les ENR, c'est en squeezant une partie des associations, notamment, qui sont en plus très très bien structurées, ou les uns ou les autres d'ailleurs, qu'on arrive à des blocages totaux, quoi. Voilà. Il y a des problématiques dans les territoires dont on a bien du mal à se dépêtrer, de même que aussi sur les citoyens, sur les ENR. Et oui, et la place aussi des citoyens. Nicolas. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord sur ce principe et on le pratique très largement. On peut à des échelles différentes, parce que je suis aussi président du comité de bassin Seine-Normandie et tout le monde est représenté au niveau du comité de bassin. On est d'accord sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et une déclinaison territoriale qui doit se faire. La seule problématique qu'on a quand même aujourd'hui, c'est que même si on est d'accord sur un territoire, tous les citoyens du territoire, tous les acteurs du territoire sont d'accord, il y a quand même toujours à un moment des recours faits par des associations nationales qui sont sur des principes et qui ne correspondent pas aux besoins du territoire. Donc, de grâce, et j'aurais tendance à dire... Donc ça, c'est un appel qui est fait à ceux qui pilotent les associations nationales. Ben, et peut-être à la justice aussi, puisqu'il y a un moment, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte quand même le fait qu'il y ait 95 ou 98% des représentants d'un territoire qui soient d'accord sur une action et que les associations nationales viennent contester cet accord local. Et je crois que ça, c'est une vraie catastrophe dans le cadre de la transition écologique de nos territoires et des besoins qu'on a globalement sur les territoires. Merci de souligner ça. D'autres, alors dans la salle, est-ce que ça a éveillé des questions ? Je voudrais juste, si vous allez-y, permettez, mais je vous en prie, Anne, allez-y. Oui. Réagir. On parle des citoyens, des associations, mais je parlerai aussi des industriels. Oui, il faut que les collectivités coopèrent et travaillent, apprennent à travailler de manière plus décomplexée avec les industriels. Et moi, je crois beaucoup aux contrats public-privé, les innovations, au droit à l'expérimentation, à la condition que le retour se fasse de manière juste vers les collectivités, vers les territoires. Mais le partenariat avec le privé me paraît une piste intéressante. On revient toujours à cette notion de confiance. Ensuite, il y a un deuxième sujet aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que nous sommes dans une logique, vous l'entendez partout, ce mot de souveraineté. Souveraineté alimentaire, souveraineté numérique, souveraineté sous différents angles. Les collectivités, à un certain échelon, sont souveraines, seront stratégiques pour l'État, pour différentes raisons. Parce qu'ils sont, voilà, il y a la compétence de l'eau, parce qu'on aura des données voilà, qui ont une valeur, on le comprend de plus en plus, il y a de plus en plus de cyberattaques. Et donc, je pense qu'on va petit à petit, sur certaines collectivités, décider quels sont finalement des éléments essentiels, des structures essentielles pour la souveraineté de l'État. Et donc, il faut aussi que les collectivités se préparent à ça. Et donc, en termes de logiciels, en termes de méthodes, en termes de gestion de la donnée, il y aura certainement des évolutions, peut-être des obligations qu'il va falloir anticiper. Alors Stéphanie, j'aime bien en fait, alors la deuxième chose, c'est qu'après l'intelligence de la salle, il y a l'intelligence collective des invités qui fait qu'à un moment donné, j'ai plus besoin de poser de questions parce qu'ils dialoguent. Et alors là, je pense qu'on est arrivé au summum de l'animation d'une table ronde, c'est-à-dire l'effacement total de l'animateur. Stéphanie, allez-y. Allez-y Stéphanie. Du coup, voilà, voilà, non, je vous ai fait perdre votre fil. C'était juste un peu, pas sous forme de boutade, parce que c'est donner les moyens financiers aux collectivités d'agir. Voilà, c'était un peu moi. Effectivement, je suis d'accord sur la répartition, mais il faut sur aussi le avoir rôle, les moyens. effectivement, sur les objectifs donnés par l'État. Mais après, ne pas asphyxier les collectivités, comme la tentation est un peu forte actuellement, voire même très forte. Et donc, pour pouvoir agir, il faut quand même avoir les moyens de le faire. Donc, il y a de l'intelligence collective, il y a l'agilité, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi l'outil financier essentiel. Ah, il y avait une personne qui était... D'accord. D'autres questions dans la salle? Sinon, on va clore nos échanges ici. Eh bien, écoutez, merci à tous les quatre. Merci à ceux qui étaient là, présents dans cette salle. Vous direz aux absents qu'ils ont eu tort de ne pas être là.
Bonne continuation, bonne fin de congrès. Ça a été un vrai plaisir que de pouvoir échanger avec vous et un vrai plaisir de pouvoir aussi échanger avec vous. À bientôt, bonne continuation à tous, bonne journée.